Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve en plein cœur de la bataille de Mossoul, qui fait encore rage aujourd'hui, aux côtés des Peshmerga. Pourquoi Mossoul? Pourquoi Mossoul? Un, parce que c'est la capitale, c'est encore à ce jour la capitale de l'État islamique. Deux, parce que c'est là que sont entraînés, commandés les terroristes qui frappent dans nos villes. Et trois, parce que Mossoul est une ville légendaire. C'est la ville biblique de Ninive et quelque chose de l'ordre de l'avenir de la civilisation et de l'avenir de l'humain se joue par-delà. Le terrorisme se joue dans cette bataille de Mossoul. Mais justement, comment est-ce qu'on choisit ces combats? On se souvient de vous à Sarajevo, on se souvient de vous aussi en Ukraine. Pourquoi les Peshmerga aussi, ces combattants kurdes? Pourquoi les Peshmerga? Ils incarnent une exception dans le monde musulman. Alors, ils ne sont pas les seuls à l'incarner, mais ils l'incarnent de manière particulièrement exceptionnelle, c'est-à-dire la laïcité, la compatibilité de l'islam et de la démocratie, l'égalité des rapports entre les hommes et les femmes. Dans mon film, vous voyez des combattantes femmes qui livrent bataille aux côtés des hommes. Il y a tout ça chez ce peuple kurde. Protection des minorités. J'ai été bouleversé par ce moment que j'ai filmé où je vois une unité de Kurdes, donc de musulmans, qui remettent la croix sur la cathédrale de la ville de Karakoche près de Mossoul. D'une certaine façon, tout est là. De l'évitement possible chez des hommes et des femmes raisonnables et sages du possible conflit des civilisations. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je me détermine pas là comme philosophe, mais comme témoin engagé, faisant mon devoir d'homme. Jusqu'à quel point est-ce qu'on tue pas son sujet quand on se met soi-même en scène? Je ne me mets pas en scène dans ce film. Je ne me mets pas en scène. Les personnages de la bataille de Mossoul, de ce film, ce sont les combattants, ce sont les civils affamés. Non, je suis pas, je ne me mets pas, je ne me mets pas en scène. Il m'arrive d'être dans le cadre parce que on suit Bernard-Henri Lévy, depuis des années à travers ses combats, ses engagements. Je me bats depuis 1971 contre les fondamentalistes de l'islam. Depuis 1971 contre le nouveau fascisme qui sourd parfois dans le monde arabo-musulman. Donc je ne draine rien, c'est une obstination dans les mêmes valeurs et les mêmes combats. Comment voyez-vous la résolution du conflit syrien? Bachar el-Assad est toujours en place, manifestement il a des chances de le rester. Qu'il demeure en place alors qu'il a tant de sang sur les mains et alors qu'il a contribué à créer Daesh. Que l'homme qui est une des origines de cette plaie qu'est Daesh, qui est le fascisme islamiste de Daesh, soit encore en place, traité comme un homme d'État, qu'on discute avec lui comme avec une personne responsable, me semble être l'une des choses les plus cyniques et les plus répugnantes de notre temps. Est-ce que la France vous a déçu? Est-ce qu'elle vous déçoit dans justement, peut-être une forme d'inertie? Non, la France a fait son travail. Celui qui m'a déçu, c'est Barack Obama, si on parle de la Syrie. Vous savez, ce fameux jour de la fin août 2013, 29 août 2013, où Bachar el-Assad avait franchi la ligne rouge tracée par Barack Obama, qui était l'usage des gaz chimiques. Et où l'Amérique a tourné Kazakh en décidant de ne pas punir Bachar el-Assad pour cela, la France, elle, était prête à y aller. Les avions français étaient quasiment dans le ciel, en tout cas étaient prêts au décollage. Et ce jour-là, la France a été lâchée par l'Amérique. Président Hollande, vous pouvez penser ce qu'on veut, mais il a assumé ce jour-là ses responsabilités d'homme d'État et de chef d'une grande démocratie occidentale. Celui qui ne les a pas assumés, c'est le président américain. Jusqu'où l'interventionnisme est-il une bonne chose? C'est quand on n'intervient pas, comme en Syrie, que l'État islamique s'installe, et c'est quand on intervient comme en Libye que l'État islamique est chassé. Le bilan n'est pas très positif, mais il est infiniment moins
négatif que le bilan de la non-intervention en Syrie. La Syrie s'est vidée. En Syrie, il y a 400 000 morts. En Syrie, il y a la moitié du pays qui a été occupé par l'État islamique. En Syrie, on a décapité par centaines des hommes et des femmes. Ils ne se pliaient pas à la loi de la charia. C'est en Syrie que le bilan est le plus catastrophique. C'est quand on n'intervient pas que le bilan est atroce. Le grand maître du jeu, maintenant, c'est la Russie de Poutine, que vous n'appréciez guère, hein, contre qui vous êtes opposé pendant la révolution ukrainienne. Ça vous fait peur? De voir que cette belle bataille pour la liberté se termine, alors là, pour le coup, dans une autocratie illibérale, Fascisme, vous aviez traité, néo-totalitaire et fascisante, me compare les intentions agressives du Kremlin. La Russie n'est pas l'ami des États-Unis. Le monde sait qu'il y a une sorte de nouvelle guerre froide qui est en train de s'instaurer entre les deux grandes puissances. Est-ce que ça vous inspire justement ce collège de louanges occidentales, internationales occidentales, à l'égard justement du maître du Kremlin, y compris dans les candidats à la présidentielle française? Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut aimer son pays, en l'occurrence la France, et tresser des couronnes à un homme, Poutine, dont on sait qu'il agit en sous-main pour renforcer le Front National, par exemple. Je ne comprends pas comment on peut avoir la fibre européenne et ne pas opposer, là encore, un mur calme et déterminé aux tentatives de déstabilisation du Kremlin, de nos amis baltes, hongrois, polonais. Je ne comprends pas comment on peut être démocrate et ne pas être saisi d'effroi quand on entend Poutine dire que le modèle de civilisation eurasien qu'il prône, basé sur des valeurs d'autorité, de virilité, de race et d'ethnicité, est supérieur au modèle libéral et démocratique. Moi, je suis un libéral conséquent. Je suis un démocrate conséquent. Et quand on est un libéral, un démocrate conséquent, encore une fois, on manifeste face au Kremlin une opposition au moins égale à la pression qu'ils exercent sur nous. C'est une question de survie pour l'Europe, c'est une question de fierté aussi. Il y a un an de cela, pratiquement jour pour jour, vous disiez dans l'Express à propos des Juifs de France, je n'ai pas peur, il ne faut pas avoir peur, les années 30 ne sont pas en train de revenir. Aujourd'hui que Marine Le Pen porte de la présidence, vous rediriez ça? Oui. Que ce qu'on vit, c'est les années 10 plus les années 30. Pour l'instant, je constate, et pour ce qui est de la France, et dans la droite républicaine, et dans toutes les versions de la gauche, je constate une opposition inentamée à ce que représente le Front National. Voilà. En termes de débilité politique, en termes de racisme, de xénophobie et de fond antisémite toujours là, et tout ce que représente le Front National comme perspective d'abaissement de la France. Voilà. Il y a, que ce soit pour le dire clairement, chez Fillon, chez Macron, chez Hamon et chez les autres, il y a là-dessus un consensus. Vous savez, la loi du XXe siècle, c'est que l'extrême droite et le fascisme passent quand la droite s'effondre, et c'est quand la droite tient que le fascisme est barré. Le néoconservatisme est une forme de rempart au fascisme. C'est la gauche qui dit le fascisme ne passera pas, mais c'est la droite libérale qui fait qu'en effet, il ne passe pas. Et aujourd'hui, la droite libérale et néoconservatrice tient bon. Il y a une chose qui commence à se savoir en France, à apparaître à la conscience, c'est que le parti le plus corrompu, le parti le plus népotiste, le parti où il y a le plus d'assistantes parlementaires bidons et d'emplois fictifs, c'est le Front National. Hein. Personne ne s'émeut. Personne ne s'en émeuvait. Ça commence. Justement, vous venez de tenir une tribune sur le site de CNN où vous disiez justement Trump, vous mettiez en garde contre l'antisémitisme dans l'entourage de Trump. Oui. Trump a son conseiller spécial, son gendre qui est un pro-sioniste. Le nouvel ambassadeur israélien, d'Amérique en Israël est un pro-sioniste. Les antisémites ont tous un meilleur ami juif. Ça, c'est un classique du genre. Dans le cas de Trump, le meilleur ami, c'est un ambassadeur et c'est un gendre. Parce que l'une des grandes nouveautés de l'époque, c'est que l'Amérique
dont on pouvait penser qu'elle était immune, enfin à peu près immune en tout cas, qu'elle contenait cette folie-là, qui est la folie antisémite, est en train d'y céder à son tour. Et ça, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau et tout à fait inquiétant. Je dis qu'il y a aujourd'hui, c'est les faits, l'antisémitisme, ce n'est pas une question de psychologie. Hein, il ne s'agit pas de sonder les reins ou les cœurs, il s'agit de voir ce qui advient. Il y a pour la première fois aux États-Unis, pour les Juifs américains, des raisons d'avoir peur. Voilà, ça fait très longtemps, pour la première fois, depuis longtemps. Hein. Le mot d'ordre America First, autre exemple, qui est le mot d'ordre de Donald Trump, comme vous le savez, est un mot d'ordre dans l'histoire politique américaine, est un mot d'ordre nazi. C'était le mot d'ordre du seul parti nazi, pro-nazi, fasciste et antisémite américain en 1940, dont la grande figure était l'aviateur Charles Lindbergh. Ça s'appelait America First. Le président Donald Trump le sait et il assume. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, si vous faites une manifestation dans la rue de Paris en criant « La France aux Français », ça fait évidemment écho au slogan des années 30, que vous le vouliez ou non. Hein. America First désigne une part noire de l'histoire américaine qu'assume Donald Trump et à l'ombre de laquelle il a décidé de se placer. Parce qu'il y a, dans la société américaine comme dans la société européenne, un antisémitisme latent qui s'alimente d'ailleurs à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Les deux convergent en un mouvement d'opinion qui est en train d'acquérir une certaine consistance. Malgré la force du lobby, justement, juif américain. Écoutez, je crois qu'il y a, comme partout, il y a aujourd'hui une bataille idéologique qui se joue entre, d'une part, ces antisémites de droite et de gauche, et d'autre part, pas le lobby juif, mais ceux qui ne veulent pas de cette saloperie-là en Amérique, ceux qui pensent que l'antisémitisme, comme le racisme, sont des insultes au drapeau américain, à la Constitution américaine et à cette grande aventure de libération anti-impériale qu'a été la Constitution des États-Unis. Voilà, il y a une bataille idéologique. Je pense, moi, que les forces démocratiques l'emporteront. Je l'espère et je le pense, mais enfin, pour l'instant, on est en plein dans la bataille et cette affaire Trump, c'est ça. Comment lisez-vous justement sa prise de position pour un seul État vis-à-vis de Netanyahou? Je crois que sur ces questions-là, il ne sait pas ce qu'il dit. L'administration américaine n'a pas de position arrêtée sur la question. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a dit au fond, deux États, un État, c'est comme vous voulez. Je choisirai le meilleur deal. Je serai le broker du meilleur deal possible. Sauf que quand on a affaire avec cette énorme histoire-là, quand on a affaire à l'histoire du peuple juif, quand on a affaire à la mémoire de la Shoah, quand on a affaire avec le point le plus névralgique de cette possible réconciliation des enfants d'Abraham que cristallise la question de Jérusalem, on ne fait pas des deals. On commence par se renseigner, on commence par apprendre et on essaie d'être animé, enfin il serait recommandé que l'on soit animé par un vrai amour des peuples en question et par une vraie considération de leur mémoire, de leurs souffrances et de leurs aspirations. Je vous remercie beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Merci.